Bienvenue dans ce tout premier podcast de Poussant dans l'argent. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir interviewé Clément, qui a travaillé pendant 10 ans dans la finance. Il a un parcours passionnant. Après avoir fait de grandes études, il a travaillé dans différentes banques privées et même dans plusieurs salles des marchés. Il a travaillé dans ce qu'on pourrait appeler la police des banques privées, à travers l'Europe entière. Puis, il a travaillé pour le London Stock Exchange Group. Il a accompagné la Banque de France, le ministère de l'économie et des finances et l'autorité des marchés financiers. Il est passé en quelques années d'un patrimoine négatif, il était endetté pour ses études, à investir plus de 150 000 euros en bourse. Dans ce podcast, on va traiter plusieurs sujets passionnants, comme l'envers du décor des banques privées, et qu'est-ce qui se cache finalement dans les coffres des banques qui sont cachés, son expérience en salle des marchés. Clément va également nous donner des conseils pratiques pour se constituer un patrimoine efficacement et simplement en partant de zéro. J'ai particulièrement aimé sa réponse à la fin du podcast sur la question « Est-ce que l'argent fait le bonheur ?» Comme vous le savez, c'est mon tout premier podcast, donc les avis en commentaire sont d'autant plus importants. Si vous voulez voir d'autres podcasts du style, avec des invités passionnants, la meilleure manière de me soutenir est simplement de laisser un like, de vous abonner et d'activer la fameuse cloche. C'est parti pour le début du podcast. Moi, ce que je te propose, c'est déjà de te présenter, de dire Ok. un peu qui tu es, ton parcours. On va commencer par Mhm. là. Et ensuite, ce qui est bien avec ce podcast, moi, finalement, je me suis un peu basé sur ce que j'aimais bien, c'est-à-dire les podcasts qui sont un peu improvisés, Ouais. c'est une conversation naturelle. Mhm. Donc, je pense que c'est le but un peu de ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je te laisse la parole pour te présenter rapidement. Alors, j'ai réfléchi ce matin, tu vois, à comment me présenter et comment te parler un petit peu de qui je suis et de mon parcours. Donc, voilà, je m'appelle Clément, j'ai 36 ans maintenant. J'ai bossé pendant 10 ans dans la finance. Et tu vois, en m'interrogeant ce matin sur comment je pouvais te raconter un petit peu l'histoire de ma vie, tout tourne autour d'un seul objet, c'est un livre. C'est-à-dire Ok, que toute ma vie, en fait, c'est lié au livre. Et aussi loin que je puisse remonter, tu vois, quand j'étais petit, même à l'école primaire, je passais mon temps dans les bouquins. Je me suis rappelé, tu vois, du bibliobus qui passait dans mon village pour, amener des livres. Donc en gros, voilà, pour te donner d'où je viens d'un petit village, en Bourgogne. J'ai passé mon enfance à lire des bouquins et ça m'a amené, si tu veux, j'ai fait des études. Ensuite pendant un temps, j'ai voulu enseigner, c'est-à-dire que je voulais, devenir enseignant en économie, donc j'ai préparé Normale Sup pour, intégrer, l'ENS Cachan, donc qui est l'École normale supérieure qui forme, les enseignants en économie. Et finalement, je suis parti dans une grande école et j'ai fait, un master en finance puisque, je me projetais pas finalement, tu vois, dans le métier d'enseignant à ce moment-là de ma vie. Mais c'est un truc que j'avais déjà en tête et tu vois, c'est lié, à l'apprentissage, c'est lié à tout ça donc tu vois, c'est cohérent. En fait, les bouquins, l'envie d'apprendre des trucs et l'envie de retransmettre, en fait, ça vient dès mon enfance et carrément, ok. je l'ai compris ce matin en réfléchissant à ce que j'allais te dire aujourd'hui, c'est, voilà, c'est en fait, c'est lié à ça. Ok, ça marche. Et donc après, donc j'ai fait un diplôme grande école en France et j'ai un master en finance d'une université allemande. Donc j'ai étudié à la fois en France et à la fois en Allemagne et ensuite, j'ai commencé à bosser, j'ai fait 10 ans de carrière dans les banques, ou plutôt dans la finance d'une manière générale et je vais t'expliquer ça rapidement et je pense que ça va t'emmener à moins que tu aies des questions, tu m'arrêtes s'il y a des questions Non, il y a pas de souci. en route. Aujourd'hui, c'est improvisé. Hem, donc je finis mes études Oui. et alors juste pour garder le fil de ce qu'on va se dire, les personnes qui vont nous écouter vont sans doute se dire qu'on va parler de finances donc je vais essayer de raccrocher ça à des choses concrètes qui vont les aider sur, la question des finances personnelles. Donc ce que je vais dire va amener à pourquoi on investit et pourquoi on fait de la finance. Donc je finis mes études et je passe un concours qui était le concours de l'inspection générale. Donc c'est un concours interne à certaines banques qui permet de préparer les futurs cadres bancaires. Donc c'est un concours écrit et oral que tu prépares, après avoir fait, tout le monde peut le présenter, mais souvent c'est des diplômés, des grandes écoles qui l'intègrent. Et donc, je passe ce concours, chez Société Générale et j'intègre, la direction du contrôle périodique à Luxembourg qui est, en fait, au sein d'une banque privée et je m'occupe, de l'activité à Luxembourg, aux Bahamas et à Monaco. Et pendant les 2 années que je vais passer là-bas, je vais faire, il me semble que j'ai fait 17 ou 18 missions, de revue des activités. Et la grande chance de ce métier-là, c'est que, à chaque mission, tu vas rencontrer les personnes qui travaillent, par exemple, au front office, au back office ou, enfin, en gros, tous les métiers de la banque que tu peux imaginer dans une banque privée. Tu vas les rencontrer au début de chaque mission, tu vas devoir comprendre ce qu'est leur métier, ce qu'ils font et tu vas devoir produire un rapport
à destination de la direction générale pour dire, voilà, aujourd'hui il se passe ça dans la banque. Par rapport, à ce que demande la loi, par rapport à la réglementation, tout est clean, ou il y a des choses à améliorer et donc le boulot de l'inspection, bah, c'est d'inspecter. Donc c'est de dire, il faut faire un rapport à la direction sur ce qui va ou ce qui va pas dans la banque. OK, tu es une sorte de police des banques privées, finalement? C'est une très bonne manière de le formuler, mais c'est exactement ça. Tu es OK, une police interne de la banque OK. et l'idée, c'est de faire le ménage avant que le régulateur vienne, lui, le faire et quand le régulateur intervient, c'est pas bon C'est signe moins donc gentil, c'est moins gentil. voilà. En général, tu te prends des amendes, ça se passe pas forcément. Enfin, le régulateur, c'est lui qui va te sanctionner. Donc OK. l'idée, c'est que l'inspection fasse le ménage avant qu'il y ait un problème potentiel avec le régulateur et c'est des services qui ont été déployés après le scandale de Kerviel, en 2008. Donc tu vois, moi, je commence à travailler dans les années 2010 et on est, au début, tu vois, de la mise en place vraiment des réglementations financières beaucoup plus lourdes que ce qui existe avant. Donc on sort de la crise de 2007-2008 et en Europe, on n'a pas la même réglementation qu'aux États-Unis. Donc tu vois, on commence à renforcer sérieusement la réglementation liée aux banques. Et moi, je commence à travailler à l'époque où ça se met en place. Donc je fais 2 ans là-dedans et du coup, bah, je fais, quasiment tous les métiers de la banque et du coup, j'ai retenu 2 missions qui vont te parler et dont j'ai envie de parler pour les personnes qui vont OK, nous écouter. OK. Hem, la première, c'est, j'ai eu la chance de faire l'inventaire du coffre et donc OK. c'est cliché, mais Ouais, ça voilà, faisait je suis descendu dans le coffre de la banque et le coffre, bah, c'est pas forcément ce qu'on imagine et ce qu'on voit dans les films. Dans les films, tu as les coffres un petit peu comme ceux que tu as à Boulevard Haussmann à Paris, tu sais, le coffre que tu visites, pendant les journées du patrimoine, le très beau coffre historique de la banque. c'est ça. Mais à Luxembourg, Luxembourg, c'est une ancienne place forte, donc c'était une place militaire et la ville est creusée de galeries qui sont en fait un peu comme des casemates. C'est-à-dire que la ville était une ancienne place fortifiée, donc tu as beaucoup d'endroits de la ville qui sont des sortes de des endroits qui sont creusés dans la roche, qui étaient destinés, tu vois, à conserver des munitions ou à protéger les populations. Ça servait à Mmh. ça. OK. Les banques, certaines banques ont réutilisé ces abris pour y installer, bah, justement le coffre. Et donc le coffre que moi je vais inspecter ce jour-là, il est, bah, c'est dans une galerie, c'est-à-dire qu'il est enfermé sous terre et le coffre, tu as des détecteurs sismiques sur les murs, au cas où quelqu'un percerait la roche pour aller atteindre le coffre. Ah oui, d'accord. Et donc le coffre, c'est comme une cage à oiseaux, c'est-à-dire que tu es dans une salle qui est, fermée par des barreaux, c'est-à-dire que tu es dans une cage qui est installée à l'intérieur bah, de la roche. Donc tu es dans une cage faite par des hommes, à l'intérieur d'une cage naturelle. OK. Et donc tout est filmé, tu rentres, tu évidemment pas tout seul, tu es accompagné de personnes, c'est pire qu'à l'aéroport, tu signes une décharge, tout un tas de bordel, bref, tu rentres dans le coffre pour faire l'inventaire du coffre. Et dans le coffre, la banque, son boulot, c'est d'assurer aux clients qui ont, de la matière, c'est-à-dire des métaux précieux, enfin tout ce qu'ils ont déposé au coffre, tout ce qui leur appartient, la banque doit dire: «Bah, on a fait un inventaire, par exemple, tous les ans et on vous garantit qu'effectivement, bah, ce que vous avez déposé est toujours là». Et donc notre boulot, c'est ça, c'est de descendre dans le coffre et on va compter littéralement, pièce par pièce, tout ce qui est dans le coffre. Ah OK, c'est assez ouf. Je t'avoue que je savais pas du tout qu'il y avait encore ce «cliché» entre guillemets des coffres bancaires, je pensais que c'était plus, je pense que ça c'était beaucoup plus le cas dans les années 80, ce genre de choses. Ouais. Mais, c'est vrai que stocker les choses à la banque, en fait, ça vient pas du tout à l'idée, je pense, du commun des mortels. Donc est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment plus instauré au Luxembourg? Est-ce que c'est aussi présent ça en France ou les banques stockent encore des choses, en interne? Je pense que je vais te donner des exemples et ça va t'expliquer pourquoi on garde des choses au coffre. On a un client russe qui avait acheté de l'argent, donc il a des lingots d'argent qui sont conservés physiquement dans le coffre et donc on avait une armoire complète, remplie de lingots d'argent. Donc c'est une personne qui est russe. Donc pour lui, tu vois, sa monnaie locale, elle est en rouble. Donc c'est une personne qui évidemment est suffisamment riche, donc il ne vit pas forcément, en Russie, mais il garde une partie de son patrimoine sous forme d'argent conservé dans une banque luxembourgeoise. Et donc, on a un client qui a plusieurs passeports. Donc c'est une personne qui est originaire de Russie, mais tu vois, qui a plusieurs passeports et qui vit, dans différents pays du monde. Donc en cas de problème, si ses avoirs étaient saisis, en Russie, par exemple, eh bien, il lui reste, son OK, armoire remplie d'argent, argent physique, au sens où c'est des lingots d'argent, de métal argent, à Luxembourg, tu vois? OK. Tu vois, je viens d'apprendre un truc, je savais pas que, qu'on pouvait encore faire ça aujourd'hui, tu vois, de stocker quelque chose en physique à la banque, tu vois? Et Je tu as pense que c'est quelque aussi chose de beaucoup plus rare, j'imagine. bah, en fait, ça dépend des profils, tu vois, c'est
à des très hauts niveaux de patrimoine, ça a beaucoup de sens parce que tu vas placer Ouais, des c'est ça. billes un peu partout, dans différents pays du monde, donc ça a du sens. Et ensuite, pour les plus petits patrimoines, tu vas trouver, des coffres, en fait, le coffre, il y a des coffres dans le coffre. C'est-à-dire que tu as le coffre en lui-même où tu as la matière, donc ce qu'on appelle les métaux précieux qui sont déposés dans le coffre, donc dans la salle, et tu as des coffres qui, eux, sont, présents dans la salle, mais que seul le client peut ouvrir. C'est-à-dire que les clients qui louent un coffre à l'intérieur du coffre viennent avec, la personne qui s'occupe d'eux au sein de la banque. Ils ont une clé, leur conseiller a une clé également de son côté et les 2 peuvent ouvrir le coffre. Donc ça, nous, on peut pas le voir. C'est-à-dire que tout ce qui est conservé dans un espace qui est réservé, parce qu'il est privé, tu vois? Il est loué par le client de la banque. Toi, tu peux pas l'inventorier, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Et pour les coffres très anciens, et c'est ça qui est assez amusant, donc quand la personne décède Mmh. et qu'on perd trace, c'est-à-dire que parfois on n'a pas d'héritier, on ne sait pas qui contacter. Et donc il y a des lois, à l'époque à Luxembourg, tu as des lois par rapport à ça. Tu dois conserver ce qui est dans le coffre que la personne avait loué. Tu dois attendre un certain nombre de temps, donc tu dois faire des recherches, trouver des héritiers potentiels. Et à bout d'un moment, je sais pas, je ne me souviens plus exactement tu vois, de la période de temps Ouais. qui est nécessaire, mais au bout d'un moment, tu ouvres le coffre. Donc OK. pour vérifier ce qu'il y a dedans et potentiellement trouver une piste, tu vois? À C'est qui on la doit c'est la rendre le surprise, truc. ouais. OK. Et là, tu trouves des choses incroyables. Ouais, j'imagine. On avait une paire de chaussures et donc tu te rends compte qu'en fait, les personnes gardent parfois au coffre des objets qui ont une grande valeur sentimentale ou alors qui ont une portée historique. Et ça, c'est hyper intéressant et tu vois, tu imagines pas, ce qu'on peut trouver dans un coffre. On avait des pièces, par exemple, d'or qui étaient des pièces frappées par, l'État sud-américain dans les années 1860. OK, Parce ouais. que la valeur de la pièce, c'est pas l'or qu'elle contient, c'est le fait qu'elle soit frappée dans les années 1860 en Afrique du Sud, OK, tu d'accord, vois? ouais. Ah, c'est Donc assez ouf. c'est moi, tu vois, j'ai eu la chance de vraiment, et je pense que c'est une chance. J'avais 25 ans et j'ai découvert ça et ça t'ouvre l'esprit sur, voilà, c'est quoi en fait, le monde de l'argent? C'est quoi le monde des banques? C'est quoi, comment ça fonctionne? Et quand tu as la chance de le voir vraiment au sens où tu es physiquement dans le coffre, Mmh. bah, moi, c'est une expérience qui m'a beaucoup marqué et tu vois, je suis reconnaissant en fait d'avoir vécu ça et même 10 ans après, tu vois, quand je pensais ce matin à ce que j'allais te dire, je peux pas t'en parler parce que c'est Oui, j'imagine, ouais. il y a un avant et un après dans ma vie. Ouais. Quand tu as eu la chance de descendre là-dedans, tout le monde a pas la chance de vivre ça et moi, j'ai eu la chance d'y aller, tu vois? Donc c'est une super C'est non, très belle c'est assez ouf. expérience. J'imagine que tu as fait ça, du coup, pendant combien de temps? Rappelle-moi ce côté un peu police bancaire, là, on est un peu dans la même période, finalement? C'est la même période, donc j'étais pendant 2 ans à Luxembourg et il y a une deuxième mission dont je vais te parler maintenant, OK. qui est celle, de la revue des dossiers d'entrée en relation. On est à une époque où, tu sais, il y a les lois de lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme, pardon, qui se mettent en place et donc il y a un travail de ce qu'on appelle la due diligence, donc c'est la revue. En fait, on doit savoir d'où vient l'argent. On doit faire en sorte, en tout cas, de savoir quelle est la source, voilà, l'argent que les personnes déposent dans la banque, on doit être en mesure de retracer d'où il vient. Mmh. Et donc il y a pas mal de travaux qui sont faits sur l'entrée en relation, avec le client. Est-ce que c'est de l'argent propre ou de l'argent sale finalement? Donc la banque a un travail à faire sur, on doit enquêter sur, d'où vient cet argent. Et donc, il y a plein d'outils pour ça. Il y a WorldCheck, enfin, il y a tout un tas d'outils qui permettent, tu vois, d'aller chercher dans l'actualité des différents pays, essayer de trouver des sources, savoir vraiment d'où ça vient. Tu vas contacter l'établissement bancaire initial d'où provient l'argent. Tu vas essayer de remonter, enfin, tout un tas de choses qui se mettent en place. Et donc, moi, j'ai eu la chance aussi d'avoir entre les mains les dossiers de plusieurs clients. Parce que quand tu fais ce travail-là de revue de l'entrée en relation, bah, du coup, quand toi, tu es inspecteur, tu vas regarder le dossier lui-même pour savoir si le travail a été bien fait. Donc tu revois le dossier d'entrée en relation avec le client. Et ce qui, moi, m'a vraiment ouvert les yeux à ce moment-là, c'est, moi, j'ai compris que j'étais pas du bon côté du dossier. Parce que, OK. tu vois, j'avais fait des grandes écoles, j'avais fait un parcours académique, heu, j'avais fait comment dire? Par rapport à ce que demande l'école, j'avais coché les bonnes cases. Mais dans la réalité, ça allait pas me permettre de devenir riche. Et donc quand je vois les dossiers des personnes qui, elles, sont, à la tête de patrimoine énorme, en fait, je comprends. Déjà, je me dis: «Mais c'est en fait, c'est évident». J'y ai jamais pensé avant parce que juste dans l'environnement dans lequel j'étais, dans l'école, dans mon entourage, on parlait pas d'argent, moi ma seule perspective, c'était d'avoir, un bon diplôme et d'avoir un travail qui soit bien payé et j'imaginais pas, si tu veux, tu vois, tout comment on crée une entreprise, comment on s'enrichit, comment on investit. En fait, je le découvre à ce moment-là. OK.
Et là où c'est très marquant, c'est qu'en fait, j'ai entre les mains le dossier d'une personne qui a le même diplôme que moi, qui a mon âge, mais qui est en fait une personne qui vit, dans un je crois que c'était les Émirats arabes et qui est, une personne qui en fait a une fortune familiale énorme. Et tu vois, ça me fait vraiment prendre des perspectives sur la valeur de mon diplôme. Je me dis: «En fait, on a le même bagage académique». Lui, est à la tête d'un patrimoine de plusieurs millions d'euros, il a mon âge. J'ai le même bagage que lui et moi, je suis endetté à hauteur de 20 000 euros parce que j'ai fait un prêt pour payer mes études, tu vois? Ouais, ouais, OK, je vois. Donc il y a ces 2 expériences-là dont je voulais te parler parce qu'en fait, ça débloque des choses dans ma tête pour après. Donc je fais 2 ans à Luxembourg et ensuite, je rejoins un peu dans la continuité de ça, je vais continuer à être dans la police des banques pendant encore 3 ans et demi et là, je vais être, dans une équipe, de consultants, qui est basée à Paris, sauf que l'équipe, elle est européenne. Donc je vais partir en mission à Londres, à Athènes, à Paris, à des périodes plus ou moins longues et donc je vais travailler, je crois que j'en ai fait 18, enfin, en total sur les 5 ans et demi, j'ai fait 35 missions. Donc j'ai bossé, tu vois, à Athènes, on a fait la revue des banques, des 4 plus grosses banques grecques, puisqu'on était à la suite justement, tu vois, de la crise bancaire grecque, donc il fallait nettoyer les banques, Ah oui, d'accord, ça a dû f être un sacré taf, ça. voilà, donc juste pour te donner, en fait, c'était, Ouais. pareil, hyper, enrichissant parce que à mon âge, j'ai eu cette chance-là. Je bossais avec, les mecs qui étaient avec moi, c'était des gars qui avaient une carrière dans les banques. Il y avait un ancien de la banque centrale suédoise. Tu avais des mecs, qui avaient en fait un parcours, qui avaient passé, tu vois, 30 ans dans la banque Ouais. et toi, tu as 25 ans et tu as la chance d'aller bosser avec eux, tu vois? Donc Ouais. c'est enfin moi, j'avais les yeux qui brillaient parce que tu apprends des tas de choses. Tu apprends sur les différentes cultures, tu apprends sur, voilà, comment fonctionne la finance. Et donc, la deuxième grosse claque, elle intervient à Londres. Donc à Londres, pareil, je suis dans une banque privée italienne et donc j'ai entre les mains le dossier, cette fois-ci, d'une personne qui est dans, le monde du luxe en Italie. Son nom est très connu et pareil, je me dis: «Mais, en fait, ça devient évident». Parce que à force, tu vois, d'être dans cet environnement-là, à force de voir les profils, je comprends qu'en fait, une fortune, ça se construit à l'échelle d'une vie. C'est-à-dire qu'une personne qui, en une génération et d'ailleurs j'ai des chiffres assez marquants par rapport à ça, on considère qu'il y a entre, 80 et 85 des personnes qui sont multimillionnaires dans le monde. C'est-à-dire, tu prends en gros un panel de gens qui ont à peu près 3,5 millions de dollars de patrimoine. OK. Entre 80 et 85 d'entre eux sont devenus riches à l'échelle de leur vie. Mmh. Et ça brise aussi dans ma tête beaucoup de clichés parce que, tu vois, quand tu es né en France, c'est des choses dont on parle pas et on va te dire au contraire, il faut plusieurs générations pour sortir de la pauvreté. On va te dire certaines choses qui sont vérifiées par certaines études, mais à nouveau, ça dépend de comment tu étudies les choses, comment tu étudies les chiffres et quand toi, tu vois dans les banques privées qui sont les gens qui ont, ce niveau de fortune et que tu te rends compte qu'en fait, ils ont tout construit eux-mêmes, 8 dossiers sur 10, c'est des gens qui sont partis de zéro. Mmh. Et pour moi, si tu veux, ça a été un révélateur parce que dans ma tête, je me suis dit: «Mais en fait, c'est possible. Il faut que j'apprenne maintenant comment on fait. Comment on fait aussi bien?» tu vois? Et C'est quoi le tuto? mais exactement. Et à nouveau, il faut remettre les choses dans le contexte. Tu vois, j'ai commencé à travailler, on est dans les années, 2010. Il y a pas les ressources que tu as sur internet aujourd'hui. Tu as pas, toute cette matière qui est donnée, tu sais pas tous les témoignages que tu as maintenant sur YouTube sur, voilà, comment je me suis enrichi en quelques années. Ça existe pas encore. Mmh. Et moi, je suis en train de chercher dans mes dossiers dans les banques privées parce que juste la matière est pas là, tu vois? Ouais. Donc moi, je suis encore, je cherche avec les moyens que j'ai à cette époque-là. Et je t'ai parlé de bouquins en début de conversation parce qu'en fait, j'ai jamais cessé de lire. C'est-à-dire qu'à Luxembourg, entre midi et 2, quasiment tous les jours, j'étais fourré à la médiathèque et j'ai lu sur, les biographies, j'ai lu sur l'histoire. En fait, je cherchais à 25 ans, des sources d'inspiration. Je me disais: «Qu'est-ce que je veux faire finalement dans ma vie? Qu'est-ce que je veux laisser? Qu'est-ce que je veux construire?» Et tu vois, ça a commencé par la recherche de personnages historiques et finalement, je suis arrivé sur des lectures comme, John D. Rockefeller. Et Rockefeller, il est pas forcément connu en France, c'est le président de la Standard Oil Company. Je sais pas si tu connais? Ça me dit rien du tout, non. En fait, c'est l'homme le plus riche de l'histoire du monde et encore OK. aujourd'hui. C'est une personne et ça qui est génial, c'est donc il y a un bouquin qui a été écrit sur lui qui est incroyable, qui s'appelle Titan. Il n'est OK. pas traduit en français, hein, mais tu peux lire en Je me note anglais. ça. Donc Titan, c'est la biographie de John D. Rockefeller et ça explique un truc qui est pareil, qui est très important à comprendre pour un Français. Rockefeller,
Son père, c'est une personne, qui est commerçant itinérant aux États-Unis. On est à la fin du 19e et le mec vend, des espèces de remèdes. En fait, il vend de l'eau sucrée qui prétend, guérir le cancer. Des trucs aberrants, tu vois? OK. Donc son père, c'est une espèce de ouais, c'est un charlatan, on peut le dire comme ça et donc bah, sa mère, elle élève un peu ses 2 enfants, toute seule sans vraiment avoir de ressources et donc Rockefeller, jeune, il est écarté de la photo de classe tellement ses vêtements sont en mauvais état. Donc lui et son frère, le photographe dit: «Bah, sortez, vous êtes, c'est pas possible quoi, on peut pas vous prendre en photo, Ah oui, vous d'accord. êtes trop piteux, quoi» et en fait, il faut comprendre ça. C'est-à-dire que l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité commence sa vie comme un des enfants les plus pauvres des États-Unis, dans une famille complètement défavorisée, avec un père absent, une mère qui fait de son mieux. Enfin bref, il part vraiment de zéro. Et Rockefeller, il n'est pas forcément brillant à l'école. C'est pas un garçon qui a des compétences particulières. Il est brillant de nulle part, mais il est déterminé. Et Rockefeller, il a dès son adolescence, on a des témoignages de ça où il dit un jour j'aurai, alors, je crois qu'il parle de 100 000 $ mais tu vois, c'est à rapporter par rapport aux 100 000 $ d'aujourd'hui avec l'inflation et tout ça, ça a une beaucoup plus forte valeur que maintenant. En fait, il se visualise déjà comme quelqu'un d'extrêmement riche très tôt dans sa vie. Et Rockefeller, et c'est là aussi où c'est des leçons qu'on devrait dispenser à grande échelle, il a économisé toute sa vie. C'est quelqu'un qui a une vie extrêmement économe. Mmh. Et on dit frugal. Et d'ailleurs, le terme frugal en français n'est pas forcément bien interprété, parce qu'on associe ça au fait d'être un peu pingre et de ne pas dépenser. Mais la frugalité, au sens anglo-saxon, c'est vivre juste de ce qu'il faut. Donc c'est pas se restreindre, c'est juste ne pas vivre dans l'excès, vivre dans le confort, mais sans aller chercher les sbroufs. OK, Et ça, ouais, c'est c'est en une frontière à marquer entre, tu vois, l'interprétation française et anglaise du mot. ouais. Et donc Rockefeller, à l'échelle de sa vie, il va mourir à plus de 100 ans. C'est l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité et encore aujourd'hui, il est devant des personnes comme Jeff Bezos et Elon Musk. Ce L qui est assez ouf en soi, parce qu'aujourd'hui, on est dans un système où forcément, un peu de richesse peut amener, au début de vie du moins, peut amener à avec les intérêts composés, avec une richesse, phénoménale. C'est ouf de se dire que quelqu'un qui vraiment a commencé de zéro est devenu l'homme le plus riche, que la planète a jamais porté, quoi. Ça, j'avoue que je vais me noter le titre du livre et me le lire, ça m'a l'air sympa. Dans la même trame, tu as un livre sur, JP Morgan. En fait, le même auteur a écrit sur 2 grands personnages du capitalisme américain, dont tu as JP Morgan qui a monté JP Morgan, donc la banque, qui porte encore son nom, hein, et Rockefeller qui est en fait, le créateur de la Standard Oil Company, Mmh. qui a ensuite été démembré par, le gouvernement américain qui a voulu en fait, c'était une multination enfin, comment dire? Ils avaient un tel monopole que ça dérangeait le gouvernement et c'était devenu tellement puissant que le gouvernement a dit: «En fait, il faut démembrer le monstre parce qu'ils ont tout» et donc c'était l'industrie de et raffinaient le pétrole et donc bah, oui, ils possédaient littéralement tout le marché donc ils ont été découpés en petits bouts et aujourd'hui, tu as des marques comme, Chevron aux États-Unis, bah, en fait, c'est les descendants de la Standard Oil Company. Donc elle existe toujours, c'est juste qu'elle a été coupée en pièces et les compagnies pétrolières américaines actuelles sont simplement les descendants de ce qu'a créé Rockefeller. Donc voilà où je voulais t'emmener. Donc tu vois, sur, ce qui, moi, dans ma tête, a brisé les clichés de comment on construit une fortune et à nouveau, tu vois, j'ai eu la chance d'être très tôt confronté à une vraie réalité qui était parfois brutale parce que moi, je viens pas d'un milieu favorisé. Moi, je pensais qu'il fallait réussir par, la force de son poignet, par l'intelligence, par tout ça et je me retrouve confronté à une réalité qui est tout autre, qui est que, bah, tu as pas forcément besoin de diplôme pour réussir, tu as pas forcément besoin d'être quelqu'un de brillant, tu as juste besoin de faire des choses qui voilà, en investissant correctement, en montant une société, en achetant de l'immobilier, vont te rendre riche. Mmh. Et donc tu vois, ça a complètement démystifié les choses dans ma tête. Moi, je suis sorti des études en me disant, «Le diplôme est gage, Ouais. va te permettre de gagner de l'argent». Et ce que je pense, c'est en fait, le finalement un peu le cliché en France de que nous donnent un peu nos parents, parce qu'en fait, c'est eux-mêmes qui ont eu ce conseil par leurs parents C'est vrai. et en fait, on se rend compte, de plus en plus que, notre génération du moins, je trouve qu'il y a un peu comment dire? Un changement vis-à-vis de cette mentalité, même si c'est quand même très peu dans l'esprit des gens comparé par exemple à dans les pays anglophones, ce genre de choses, Ouais, qui tout à ont fait. beaucoup plus cette fibre entrepreneuriale, l'investissement, la connaissance financière aussi. On aura l'occasion un peu d'en parler après finalement des conseils, pratiques pour investir. Ouais, ouais. On va finir un peu sur ton, parcours, je te laisse, continuer. Je sais pas si tu avais d'autres anecdotes à nous donner là-dessus? Hem,
Bah, en fait, on va arriver au bout, tu vois, de cette période, de police des banques en quelque sorte, donc 5 ans et demi, à travailler là-dedans Ouais. et en fait, je voyais un petit peu j'avais fait un peu le tour de la question. Au bout de 35 missions, ouais, j'avais quand même j'avais fait le tour des banques, hein. J'avais Mmh. vu un Mais petit peu juste tout ce qu'on pour peut voir. pour avoir une idée, parce que c'est vrai que finalement tu me dis que tu as beaucoup voyagé en fait, Ouais. donc surtout en Europe. C'était, je pense, très chargé en termes d'agenda. Tu faisais combien d'heures par semaine à peu près, à ce moment-là? Heu, alors paradoxalement, en fait, j'étais encore plus chargé dans les métiers qu'on suivit, mais en fait, le conseil, ce qui est difficile, c'est l'intensité. C'est-à-dire que quand tu es consultant, alors dans l'inspection, c'est différent parce que tu es un simple salarié de banque, donc en gros, tu as des horaires de banque. Donc c'est un peu le confort, Ouais. tu as pas les mêmes contraintes que quand tu es consultant. Quand tu es consultant, ton client te paye à l'heure ou à la Mmh. journée. Donc en gros, chaque jour, il faut que tu montres que tu as rapporté quelque chose à ton client. Donc, il y a des journées, littéralement, c'était, tu vois, à Athènes, on était dans un hôtel, donc c'était en plein été. On sortait pas de l'hôtel parce que le matin, on se levait, on travaillait, mais du lever au coucher, hein, littéralement, parce qu'il fallait achever la mission et parce que tu es avec des personnes qui coûtent, plusieurs milliers d'euros par jour, parce que quand tu as un ancien directeur, d'une banque suédoise, bah, le mec, il coûte pas rien, tu vois? Parce que son Ouais, j'imagine. expertise, elle coûte très, très cher. Ouais. Donc la mission, faut la sortir. Et tu peux pas te permettre de facturer le client, plus que le budget que tu as prévu parce que si tu fais ça, ah bah, du coup, toi, tu es plus rentable. Donc tu dois tenir les délais dans lesquels tu t'es engagé pour accomplir ta mission Mmh. et bah, s'il faut te coucher à 2 heures du matin pour sortir, le produit ou le rapport que tu dois sortir, bah, faut le faire. Ouais. Donc tu sais, il y a une réalité économique qui est pas la même entre, Ouais. l'inspection à l'intérieur des banques et le métier de consultant. OK. Tu pas la même pression, simplement liée au fait que si tu es pas rentable, bah, juste tu disparais. Donc si tu veux pas faire couler ta boîte quand tu es consultant, bah, faut faire le Mmh. travail dans le temps que tu t'es donné. Et si tu devais donner une, on va dire ta meilleure expérience, peut-être qu'elle fait partie de ce que tu nous as raconté, jusqu'à maintenant, Mmh. de tes précédentes, expériences pro, je pense liées au monde bancaire et à l'investissement, ça serait quoi si tu devais en choisir une? En fait, il y en a ce qui m'a surtout marqué, c'est les gens que j'ai rencontrés et ce que j'ai appris avec ces gens-là et tu vois, à Londres, par exemple, j'ai, un ancien collègue qui s'appelle Chris, qui est un mec que j'ai trouvé génial parce que extrêmement appliqué dans son travail. Mec brillant, qui connaissait à fond son sujet et qui, en fait, il avait cette lucidité, tu vois, pour prendre du recul sur le métier et un soir, donc moi, j'étais en mission avec un collègue italien et une collègue allemande. Moi, j'étais le français de l'équipe. Lui, il avait, je pense, à peu près 15-20 ans de plus que nous et tu vois, on était en fin de mission, on était tous sur les genoux et il nous a mis dans un taxi et il nous a emmenés au Savoy Hotel pour aller boire des cocktails et écouter, dans le Savoy. Tu as un pianiste au milieu, de la salle des cocktails qui joue ce que tu lui demandes de jouer et toi, tu peux boire ton cocktail. Et en fait, j'ai trouvé ça génial, tu vois, qu'il laisse cette lucidité de se dire, «Bon, bah» mais parce que c'est un peu ça, quand tu as un peu de la chair à canon, hein, quand tu as 25 ans, que tu es consultant, bah, tu prends, ce qu'on te donne à faire et tu as beaucoup à faire, donc tu es la petite main du métier de conseil. Et tu vois, il a eu cette extrême gentillesse de se dire, bah, je vais emmener mes petits, en fait, au Savoy pour que, tu vois, qu'ils ouvrent les yeux aussi sur ça, qu'ils puissent profiter de ce côté-là de Londres et tu vois, je suis reconnaissant d'avoir vécu ça aussi, tu vois? De me dire, j'ai travaillé avec des gens comme ça, qui avaient ce côté humain très, très fort de se dire, ouais, ils travaillent comme des acharnés, mais je veux aussi, tu vois, qu'ils connaissent l'autre côté de la médaille qui est, voilà, c'est quoi aller au Savoy à Londres et sans lui, je serais jamais allé foutre les pieds là-bas parce que c'est un palace. Ouais. Tu rentres pas au Savoy comme ça, bah, c'est moi, je serais jamais allé là-bas, tu vois? Ouais, j'imagine. Donc je suis content, en fait, d'avoir rencontré des gens comme ça et tu vois, Chris, on s'est encore appelé il y a 2 semaines parce qu'il est en train de chercher un nouveau boulot, enfin, il change un peu de carrière, mais c'est une chance d'avoir croisé des gens comme ça dans ma vie parce que c'est, tu vois, je suis reconnaissant. J'ai beaucoup travaillé, mais en fait, ce qui est beau, c'est tout ce que j'ai appris Mmh. au contact de ces personnes et voilà, ça m'a amené à faire ce que je fais maintenant, donc ça fait partie, je pense, voilà, les missions à Londres, en tout cas, font partie des missions que j'ai le plus aimées. OK. Ah ça me fait penser un peu, quand tu dis: «J'ai beaucoup appris», ça me fait penser un peu à un conseil que je commence à voir souvent, mais en fait qu'on m'a jamais vraiment dit, qui est de dire que, finalement quand tu es jeune, souvent, quand on est jeune et qu'on un peu dans cette optique finalement que dont tu as parlé avant, Mmh. de voilà, il me faut un bon diplôme pour avoir un bon travail, un bon salaire. Les gens malheureusement, je trouve, ça c'est mon avis et je pense que d'autres le partageront, que, les gens sont trop focus sur avoir un bon salaire. C'est un objectif premier dans leur vie. Là Ouais. où en fait, quand on est jeune, je pense qu'on devrait plus être dans une phase où il faut se former, où il faut rencontrer les bonnes personnes,
où en fait, il faut apprendre. Comme tu l'as dit, je pense que finalement entre un Mmh. métier A bien payé, mais dans lequel en fait tu vas avoir une routine mis en place, tu vas pas rencontrer beaucoup de gens, tu vas être un peu dans ton coin, et qui va être bien payé, et un métier B où tu vas être un peu moins payé, par contre tu vas bouger, tu vas voir plein de choses, tu vas être dans une petite entreprise où tu vas toucher un peu à tout et tu vas rencontrer plein de gens. Personnellement, moi, si un jeune me demande, finalement quelle opportunité choisir, j'aurais plutôt dit la B, quoi. Je te rejoins complètement. Ouais, Parce que à ce niveau de ta carrière, en fait, tu as tout à développer. Tu dois développer des compétences. En fait, tu es comme une éponge. C'est le ouais. moment, en fait, où tu dois vraiment apprendre. L'apprentissage, il commence le jour où tu finis l'école. C'est à ce moment-là, finalement, que tu rentres dans le bain et que tu dois tout apprendre. Tu dois vraiment faire tes armes, tu dois apprendre ton métier. Et je te rejoins complètement, en fait, tu pourrais la facilité pour les gens comme moi, c'est tu sors, d'un diplôme de grande école, tu vas faire du M&A, dans une grande banque. Tu es payé, plus de 100 000 €, même quand tu es junior, ou alors tu bosses dans une salle des marchés, directement après une sortie d'école. Tu auras jamais, tu vois, le parcours que tu iras jamais faire l'inventaire du coffre à Luxembourg, tu vois? Ouais. On va pas Donc dire cette anecdote à des petits-enfants. et tu vois, je te rejoins vraiment là-dessus, c'est, bah, les 10 premières années de ma carrière et je vais t'expliquer ce que j'ai fait après, parce que c'est toujours le même truc. Ouais. J'ai fait que bouger et j'ai eu des tas d'expériences différentes parce que c'est ce que je voulais. Et tu vois, en plus de ça, comme je te le dis, j'ai jamais cessé de lire. C'est-à-dire que même à Londres, donc j'étais isolé parce que mes amis étaient en France, donc je voyais mes collègues le jour, mais la nuit, je lis. Ouais. Je suis pas quelqu'un, tu vois, je bois pas d'alcool, je suis pas quelqu'un de fêtard. Du coup, bah, le soir, je suis tout seul à Londres, je lis. Et du coup, c'est pareil, t'apprends des je t'ai dit, j'ai lu des biographies et c'est pour ça que je peux te parler de Rockefeller aujourd'hui. J'ai lu pas mal sur l'histoire. C'est aussi l'époque où je commence à lire des bouquins, des bouquins pratiques sur, bah, comment on monte une entreprise, c'est quoi le marketing, c'est quoi tout ça. Donc, tu vois, c'est l'époque de ta vie où il faut vraiment être une éponge et apprendre le plus de choses possible. Ouais. Ça, c'est un truc pareil, que je pense qu'il y a une leçon pour les gens qui nous écoutent. C'est que, je pense qu'il y a un point commun entre toutes les on peut appeler ça comme on veut, des puissances, des personnes, qui ont entre guillemets «réussi», dans la vie. Après, la réussite est pas Relative. forcément objective, mais c'est vraiment ce côté lire. Outre, encore plus en fait que les diplômes, encore plus que, commencer dans la vie avec une famille qui est entre guillemets «riche», ce genre de choses. C'est Mmh vraiment la mh, mmh. lecture, j'ai l'impression que c'est un point commun entre toutes les personnes influentes de ce monde qui est assez ouf, et que moi je trouve, à l'école, on nous en prend pas assez à apprendre la lecture, et ça, c'est un peu dommage. On nous fait un peu lire, finalement des livres, qu'on a l'avis, qu'on veut, mais du Victor Hugo, quand on est au collège, ou au lycée, c'est pas forcément ce qu'on a envie de lire. Moi, tu vois, je connais des gens qui ont fait leur école en Allemagne, et Ouais, ils avaient des cours, en fait, où, en fait, ils choisissaient le livre qu'ils voulaient et ils le présentaient aux gens, et je trouve ça formidable, en fait. J'aurais adoré, à l'école, qu'on me dise: «Tu choisis le livre que tu veux, qui t'intéresse, tu veux faire une présentation devant toute la classe». ça je Ça trouve ça donne beaucoup plus envie de lire que, lis Victor Hugo, peu importe ce que tu en penses, quand, en fait, c'est pas forcément ton centre d'intérêt. Donc, bref, petite parenthèse sur la lecture. et pour fermer la parenthèse sur l'école, putain, mais j'ai compris après et c'est ça que je trouve dramatique, c'est après l'école, je me suis dit: «Mais en fait, j'ai jamais appris à apprendre». Ouais, Et c'est terrifiant. Putain, je suis sorti de classe prépa quand même. J'ai fait les grandes écoles. Je suis censé je suis censé savoir faire ça. Et après, quand j'ai ouvert des bouquins pratiques sur le fonctionnement cognitif, sur la neuroplasticité, je dis mais j'ai jamais fait les choses correctement en fait. ouais, heu, Donc tu vois, c'est dommage parce que en fait, c'est des années qui sont pas mal exploitées. L'école, je pense, enfin, l'école a aussi un objectif. L'école forme des employés. Hein. L'école forme pas des indépendants. Donc exactement. tu formes des employés, donc tu formes des gens qui vont exécuter des tâches. Et tu vois, moi j'ai un master en finance, ça te donne des connaissances pour être un opérateur. Mmh. Un master en finance, tu es opérateur en salle des marchés, tu es opérateur en entreprise. Mais ça ne t'apprend pas. J'ai fait un master en finance et j'ai dû apprendre dans des livres à côté comment investir mon propre argent et gérer mon propre argent. Ouais, ça, c'est assez ouf de se dire ça. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête, c'est que l'école, et il y a une logique, les grandes écoles, elles sont financées par les entreprises. Souvent, enfin, il y a longtemps de ça, c'est moins le cas maintenant, mais c'était les chambres de commerce qui finançaient les grandes écoles françaises parce qu'on formait des cadres pour les entreprises qui payaient les études. Donc, les personnes qui sont formées sont des exécutants, des opérateurs. Et l'école a cette même logique. L'école forme des employés. Donc, effectivement, tu vois, tu n'as pas forcément besoin d'enseigner à des personnes qui vont être des exécutants, bah, comment apprendre.
s'en fout en fait, c'est pas ça que tu leur demandes. Tu leur demandes de savoir bien écrire et bien compter, bien C'est s'exprimer. ça, c'est exactement ça. Pour fermer un peu cette parenthèse sur l'école, hein, je pense qu'on pourrait en faire un podcast entier, limite dessus sur, l'éducation, et cetera. Donc là, tu as on va fermer un peu la parenthèse, on va dire, sur le côté, on en était où, la dernière chose que tu as dit sur ton parcours, c'était? On était à Londres et on sortait des années de consulting et de la OK. police des banques. Et donc j'allais t'emmener sur, en fait, j'ai choisi un métier après pour apprendre et ça, c'est important, c'est que en fait, j'ai voulu apprendre à vendre. Donc je suis rentré, au London Stock Exchange. Donc c'est le groupe LSEG, qui est le London Stock Exchange Group, qui vend des données de marché aux banques. C'est-à-dire que quand tu es, une banque française et que tu as besoin de savoir à quel prix s'achète et se vend l'action Apple à New York, et qu'il est, 15 heures à Paris, bah, en fait, comme toi, tu payes par exemple un abonnement internet pour avoir accès à l'information, bah, une banque paye un abonnement à un fournisseur de données de marché pour savoir en temps réel combien, s'achète et se vend l'action Toyota sur le marché, à Tokyo et combien s'achète et se vend l'action Apple ou Microsoft, à New York. Et donc moi, je vendais ça. C'est-à-dire que j'étais en relation avec des banques ou même, moi j'avais la Banque de France, le ministère de l'économie et l'autorité des marchés financiers. Ça faisait partie de mon portefeuille de clients et donc mon boulot, c'était de les accompagner pour leur fournir les données dont ils avaient besoin. Et donc, bah, j'étais responsable de compte, mais si on est un peu plus cohérent, en fait, c'est simplement un vendeur, hein, un responsable de compte, on dit account manager d'ailleurs chez les mecs qui portent des cravates, mais très sérieusement, c'est tu juste vendeur quoi, Chez les mecs qui portent des cravates, c'est bien dit ça. dans la réalité, voilà, tu vends des trucs. Donc moi, je voulais OK. apprendre ça et ça a été une excellente école parce que j'avais énormément de clients, j'avais des trucs très complexes parce que c'est un bordel les données de marché. Enfin bref, passionnant parce que du coup, tu apprends des tas de choses. Mmh mh. Tes clients, quand tu as des institutions, bah, c'est beaucoup de diplomatie, c'est énormément de il y a autant de savoir, être que de savoir, quel est le produit que tu vends, tu vois? Parce c'est autant dans la forme que le fond, la relation que tu entretiens avec la Banque de France, par exemple. Donc c'était hyper formateur et j'ai fait, plus de 3 ans et demi là-dedans. Et donc, ça nous amène à des choses plus concrètes sur pourquoi j'ai choisi ce métier. C'est, voilà, quand j'étais à Londres, enfin, quand j'étais dans le conseil, j'ai compris, tu vois, comment on construit un patrimoine et donc j'ai cherché comment j'allais, moi, construire le mien. Et donc la première étape pour moi, ça a été de commencer à investir mon épargne. Donc dans les premières années, je remboursais mon prêt étudiant pour, bah, voilà, rembourser le prêt que j'avais fait à la banque pour payer mes études et ensuite, bah, l'argent que j'économisais, il a fallu que je commence à le placer. Et donc ça a ouvert, un champ des possibles, c'est-à-dire que j'ai ouvert pas mal de bouquins pour me dire: «Bah, comment je fais en fait? C'est quoi le chemin pour, placer mon épargne?» Et donc le 1 compte que moi j'ai utilisé, c'est le PEA et donc le métier de vendeur était aussi un choix pour que toutes les commissions que je touchais, parce que c'est des métiers qui sont très bien payés, Mmh mh. toutes mes commissions allaient dans mon PEA. Et donc en 4 ans, j'ai mis de côté 150 000 € dans mon PEA parce que j'avais suffisamment, enfin quand tu es vendeur, que tu atteins tes objectifs ou que tu les dépasses, tu touches ton salaire fixe et tu touches un variable, et donc si tu es dans cet objectif d'investir, bah, en fait, tu peux économiser rapidement de grandes sommes d'argent et remplir un PEA. Et mon objectif, c'était, moi, je voulais à 35 ans avoir un PEA rempli parce que si je fais ça à mon âge, je suis certain que ma retraite, bah, je la passe sans aucun souci financier. Donc tu vois, j'avais cette vision vraiment d'investissement à l'échelle de ma vie et donc j'ai choisi ce métier d'une part pour apprendre à vendre et aussi pour, bah, commencer à construire mon propre patrimoine. OK. Du coup, tu OK, vois, ça super nous amène intéressant. petit à petit à la Ouais, question des finances personnelles. il y a pas de souci, On y vient. il y a pas de souci. Et pour finir et là, du coup, je vais finir mon parcours, dans la finance. Je suis parti ensuite travailler pour, une tech, enfin une société, de logiciels américaine qu'on ne connaît pas en France, qui s'appelle Intuit, qui est un éditeur de logiciels américain, qui est, coté au Nasdaq, enfin qui est un très, très, très grand de la tech américaine, qui se lançait à Paris et donc moi j'ai rejoint les équipes de vente à Paris pour, cette fois-ci, accompagner des experts comptables. Et donc je vendais des logiciels comptables à des experts comptables. Et là pareil, découverte d'un tout autre univers, avec des personnes qui sont à leur compte, qui ont des clients, qui sont des petits entrepreneurs. Donc, en fait, ça m'a préparé à l'étape actuelle qui est, bah, comment tu as une relation avec quelqu'un qui a sa propre entreprise. Mmh. Comment se passe, tu vois, le monde des personnes qui gèrent leur propre boîte. Et tu vois, c'était le premier pas dans ce que je connais aujourd'hui qui est, bah, comment moi je monte maintenant ma propre société, tu vois?
Donc finalement, c'est assez cohérent, tu vois? Mon parcours, il y a une certaine logique, mais le fil rouge, c'est, depuis petit, tu vois, je me suis toujours dit: je serai indépendant financièrement un jour. C'est-à-dire que je me suis toujours dit dans ma tête, «L'argent ne sera plus une contrainte» et tu vois, j'ai toujours orienté plus ou moins consciemment mes choix dans cette direction-là, en choisissant des métiers bien payés et en choisissant des métiers qui me permettaient d'apprendre l'argent finalement. Comment ça marche et comment je peux le mettre à mon service. Donc OK, voilà, on a fait le tour, c'est super j'étais beaucoup intéressant. plus long que ce que Ouais, j'imaginais, mais on a ouais, fait le tour de mon parcours. il y a pas de souci. En vrai, super intéressant, joli CV. Je vais faire aussi, on va un peu clore cette parenthèse sur, parler aussi de salle des marchés. C'est assez marrant parce qu'en fait, toi, tu as travaillé en salle des marchés. C'est la première chose donc tu m'as dit quand je t'ai parlé de faire ce podcast, c'est: «Ah, j'ai des anecdotes sur quand j'ai travaillé en salle des marchés». Si ça se trouve là, ils vont pas te revenir, c'est pas très grave. Si, si, Est-ce si. qu'on peut peut-être, faire une petite parenthèse là-dessus sur, qu'est-ce que c'est que les salles des marchés? Est-ce que ça ressemble, au Loup de Wall Street? Je pense que beaucoup de gens, ont cette image en tête. Je te laisse un peu, C'est une très bonne question que tu vas poser parce que en fait, ça va permettre justement de rassurer. Le loup de Wall Street, c'est une époque qui n'existe plus. ouais. C'est-à-dire que le loup de Wall Street déjà n'a jamais existé en France, parce qu'en France, il était interdit par, une personne qu'on appellerait un courtier en France, de te démarcher par téléphone pour te proposer d'acheter les actions d'une société. Ça n'est pas possible en France, ça n'existe pas. Aux États-Unis, dans les années 80, c'est possible, ça existe, parce que la réglementation n'est pas la même. Et donc le loup de Wall Street, c'est un courtier qui, appelle des gens pour leur vendre, des actions pourries, donc ce qu'on appelle des petites enfin des actions, ce sont des penny stocks, donc c'est des actions qui valent quelques centimes ou quelques dollars et lui, il gagne des commissions énormes là-dessus parce qu'en fait, il gagne des commissions à chaque action qui sont vendues, donc bah, c'est le rôle du courtier et en fait, c'est les frais de courtage que lui encaisse sur chaque transaction. Ce monde n'existe plus. Puisqu'aujourd'hui, tu n'as plus de courtier physique qui t'appelle, et même aux États-Unis, ça se fait plus comme ça. Aujourd'hui, ton courtier, maintenant, c'est une plateforme où, tu n'as plus affaire à un être humain, mais ton ordre, il est, envoyé sur une plateforme. C'est-à-dire que tu demandes à ton courtier de t'acheter quelque chose en bourse et ce courtier, c'est une machine, c'est plus un homme et les ordres, ils sont centralisés sur, une plateforme d'échange qui rassemble tous les ordres de tous les courtiers. Donc voilà, le monde du loup de Wall Street n'existe plus et les salles des marchés, tu vois, d'ailleurs, ce qu'on voit dans le Wall Street, c'est pas une salle des marchés, c'est, la société de courtage, qui est dirigée par, Jordan Belfort qu'on voit et en Mmh. fait, ce sont des vendeurs qui ont un script qui en fait arnaquent les clients. Donc tu vois, Littéralement, ouais. c'est même pas on n'est même pas dans une banque, on n'est pas dans la finance. En fait, on est sur, le cliché, qui a été véhiculé. Tu as aussi le film, Wall Street qui date également, qui montre l'époque des années 80 de ce qu'était New York, enfin le Wall Street des années 80. Ce monde-là non plus n'existe plus. C'est-à-dire que les gens, que tu vois avec des téléphones, qui appellent dans tous les sens, alors, en fait, si, ça existe encore en partie, mais, hem, c'est plus, tu vois, cette espèce d'époque où tu pouvais faire n'importe quoi n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout est enregistré. À cause, enfin suite à des affaires incroyables comme Kerviel ou des trucs délirants où tu as des mecs qui ont eu des paumes, mais à des échelles stratosphériques. Kerviel, il est endetté à hauteur de 5 milliards. Il remboursera jamais sa dette, tu vois? Enfin, c'est délirant. Ça, c'est pas possible. Tu peux pas laisser faire ça et tu vois, les inspecteurs, ces métiers-là ont été créés et moi, j'ai participé à ça pour régler ce bordel. Parce que tu pouvais pas laisser les gens faire n'importe quoi à ce point. Donc aujourd'hui, toute conversation en salle des marchés est enregistrée. Moi, j'avais fait une mission spéciale au sein, de ma banque à Luxembourg pour tracer un ordre falsifié et j'ai retrouvé. C'est-à-dire que j'avais accès aux écoutes, en fait, tous les téléphones de la banque sont enregistrés. J'ai pu retrouver l'ordre falsifié et on est remonté à l'opérateur qui avait falsifié un ordre client. Donc en fait, tu sais. Aujourd'hui, tu sais exactement, d'où vient la fuite. Donc ce monde-là n'existe plus. Le monde du loup de Wall Street et le monde de Wall Street, comme on le voit dans les films, n'existe plus et c'est une très bonne chose à mes yeux. Donc voilà, la finance et c'est dommage parce que ça reste beaucoup dans l'imaginaire collectif, cette espèce de monde d'argent facile où on fait n'importe quoi, ce n'est plus le cas aujourd'hui. La réglementation l'interdit aujourd'hui et à nouveau la loi européenne n'est pas la même que la loi américaine et ça, c'est très, très méconnu du grand public. Tu vois, on se dit parfois: «Ouais, les banques américaines font faillite, il y a un risque de domino». À nouveau, on n'a pas les mêmes ratios de sécurité en Europe et aux États-Unis. Ça fait suite à 2007. On a compris la leçon en Europe. On fait pas les mêmes conneries que les Américains. Donc, tu vois, il faut vraiment relativiser les choses. C'est deux sociétés différentes, deux manières de faire de l'argent différentes.
ce monde-là est révolu. Donc tu personne qui t'appellera ou alors c'est pas un vrai Ouais, tu non, pas le clairement. droit de démarcher les gens par téléphone pour leur vendre ce type de service. Donc OK, si quelqu'un t'appelle, bah non, c'est pas correct. Il y a un truc qui va pas, tu vois? ça marche. Et en termes, on va dire, d'anecdotes pratiques que toi, tu as vécues en salle des marchés, est-ce que tu peux l'expliquer du coup? Maintenant que tu nous as dit que ça ressemble pas au Wall Street, à quoi ça ressemble en pratique? Alors moi, j'ai eu la chance j'étais pas opérateur dans les salles, mais tu vois, je contrôlais les activités de la salle et quand j'étais au London Stock Exchange, vu que je vendais les données de marché, bah, du coup, je devais aller en salle des marchés parfois pour, bah, rencontrer les opérateurs et savoir de quoi ils avaient besoin. Et tu vois, j'ai eu la chance, pareil, je pense que c'est une chance d'aller, à la salle des marchés de Bank of America qui est rue La Boétie à Paris. Et en fait, je pense que c'est des choses qu'il faut vivre. Il faut aller une fois dans sa vie dans ce type d'endroit parce que en fait, tu comprends quand tu es là-dedans. Il y a une énergie très particulière qui se dégage d'une salle des marchés. Hem, il y a énormément de stress parce que, tu sais, tout est une question de réaction, Tout va il y a très vite, ouais. voilà. Donc tu as différentes équipes, on parle de desk, chacun a un petit peu son expertise et moi j'intervenais auprès d'un mec qui était, sur les obligations. Et c'était, je venais de démarrer mon poste, j'étais là depuis une semaine et donc j'arrive avec, mon fusil, mais j'ai pas de cartouche, tu vois? Je suis tout nouveau dans la boîte, je connais pas, les produits et tout et le mec me dit il m'installe à côté de lui, il me dit: «Ouais, je cherche à avoir des données, sur, telle et telle bande, sur tel ou tel marché» et tu sais, là je me dis: «Bon, bah, il faut l'aider, quoi» donc tu te OK. retrouves à chercher avec lui, tu fais de ton mieux pour essayer de trouver la donnée. On y est arrivé, tu vois? Donc comme quoi rien n'est insurmontable. Mais, voilà, ça fait partie des gros coups de pression aussi où tu te retrouves dans des situations où, bah, parfois tu as pas les armes, mais tu dois juste utiliser ta tête au mieux pour essayer de trouver des solutions. Donc, Juste pour être sûr de bien comprendre, je pense que pour clarifier aussi un peu les choses qui nous écoutent, ce que tu appelles opérateur, c'est en quelque sorte des traders de personnes qui ont, on va dire, le cliché des 6 écrans devant eux, un peu partout avec c'est des exactement courbes, ça, affichées de partout? c'est OK. exactement ça. Donc c'est une personne qui a, plusieurs écrans devant elle puisque tu as, en fait, tu as 2 grands fournisseurs de données. Tu as Bloomberg et alors aujourd'hui, c'est Refinitiv, ça s'appelait, Thomson Reuters à l'époque et donc ils ont accès en temps réel au donc Bloomberg va leur servir à acheter ou vendre quelque chose et donc ils ont un clavier spécial pour ça, un clavier avec des boutons rouges et verts, pour passer des ordres, donc ces fameux Bloomberg. Donc quand tu es un vrai opérateur de marché, tu as un Bloom, c'est un petit peu la marque, voilà, OK. je suis équipé d'un Bloom OK. et à côté tu as, bah, tu l'actualité de Thomson Reuters. Donc Thomson Reuters, c'est une ancienne agence, enfin c'est toujours une agence de presse. Et pour donner un petit peu d'historique, Thomson Reuters, l'agence Reuters a commencé dans les affaires avec des pigeons voyageurs qui allaient de ville en ville pour porter les informations financières. Et on est avant, tu vois, le téléphone, on est avant tout ça. Donc la manière la plus rapide d'envoyer l'information, c'est d'envoyer un pigeon. Donc tu vois, la société commence avec ça. Donc c'est pour donner un peu le contexte historique. Et OK, ouais. aujourd'hui, bah, c'est toujours la même logique. On vend les informations financières. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe dans telle entreprise à tel endroit? Est-ce qu'il y a eu des embauches, des licenciements? Est-ce que les ventes sont ce qu'on espérait? Est-ce qu'il y a un problème avec je sais pas quoi? Bref. Et donc ça fait partie de l'information qui est vendue en temps réel. Et donc un opérateur de marché ou un trader, tu l'appelles comme tu veux, il a son Bloom pour acheter ou vendre et il a son icon, on appelle ça un icon. Aujourd'hui, c'est peut-être plus le même nom, mais c'est avec cette information, avec cet outil-là qu'il va voir l'information, OK. tu vois? Donc c'est pour ça que tu as autant d'écrans devant eux, c'est pas pour la frime, hein, c'est qu'ils en ont vraiment besoin. Ouais, Il y j'imagine. a une partie pour, acheter et vendre et une partie pour s'informer. OK, ça marche. Merci, pour cette petite clarification. Tu nous expliques aussi, encore une fois dans ta, page à propos de ton blog, une, une phrase que je pense qui nous 2 va nous parler, mais qui, est très importante, je pense, à clarifier pour les débutants complets. Ouais. Tu dis: «Je suis investisseur, c'est-à-dire que je ne fais pas de trading». Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence entre les 2 et pourquoi est-ce qu'en fait être investisseur, c'est pas trop ce cliché de justement ce dont on a parlé avant, d'avoir 6 écrans devant soi avec des courbes? Ouais, pareil, très, très juste, très bonne question. Moi, j'ai un objectif avec ma boule de neige, c'est de rendre les personnes autonomes sur le plan, en fait, je veux former des gens à devenir des investisseurs autonomes. C'est-à-dire que tu aies les connaissances, les clés ou le savoir, plus simplement le savoir, pour être capable d'investir, tout seul ton argent. Et concrètement, tu vois, moi, je j'ai pas mes yeux devant, les cours de bourse au quotidien et donc l'investissement au sens où, voilà, un investisseur, c'est une personne qui place son argent dans une mécanique qui travaille pour elle. Donc c'est
être passif, c'est-à-dire que tu mets ton argent au travail parce que tu comprends la mécanique qui est que ton argent va dans des sociétés, les sociétés l'utilisent pour vendre des produits, des services à leurs clients et qu'elles peuvent te reverser une partie de l'argent qu'elles ont gagné sous forme de dividendes. Donc, une fois que tu as compris ça, tu investis, tu places ton argent pendant 10, 20, 30 ans dans des entreprises et c'est ce qui te permet aussi de planifier, ton patrimoine sur l'échelle de ta vie parce que tu n'es pas impliqué dans l'activité, quotidienne de la société. Tu lui confies ton argent, tu rejoins l'aventure en plaçant ton argent dans la société et tu l'aides à se développer. Et l'autre école, qui est celle du trading, ça, c'est les personnes qui, en fait, les cours de bourse, donc le prix des actions monte et baisse au quotidien et le trading, c'est tenter, je dis bien tenter, de gagner de l'argent en achetant quelque chose, ou plutôt en revendant quelque chose plus cher que tu l'as acheté. Mais à nouveau, le trading, tu as même des écoles, hein, sur, l'analyse graphique et tout ça. Tu as des gens qui sont convaincus qu'on peut alors je dis pas que ça marche pas, mais statistiquement, tu as quand même de grandes chances de te planter. Le trading, moi, c'est pas mon école parce qu'à nouveau, ça demande du temps, c'est un travail complet, hein, d'être trader, enfin de faire du trading, donc d'acheter et de vendre et de s'enrichir sur la différence entre, combien tu as acheté et combien tu as vendu. Moi, je pense que tu as meilleur temps de placer ton épargne et d'investir, ton énergie, ta créativité, ton temps, à apporter quelque chose au monde, plutôt que de simplement aller chercher à croquer un bout, tu vois, C'est sur, ça. un Je trade. pense que finalement la meilleure, partie, la meilleure manière, je pense, de résumer tout ça, c'est, un trader pour que les personnes qui nous écoutent comprennent bien, c'est qu'un trader, en fait, va vraiment essayer de faire du gain court terme, C'est ça. alors que l'investisseur va viser le long terme. C'est Et très bien résumé. là où en fait le trader, en fait, a souvent, comment dire? C'est assez, assez complexe pour moi de parler de trading. C'est vrai que c'est un milieu que je connais beaucoup moins que l'investissement long terme. Je pense que toi qui as vu en pratique la salle des marchés, tu serais mieux nous en parler. Mais aujourd'hui, il y a une stat et j'aimerais bien avoir ton avis pardon, sur ça, c'est que 95 des traders professionnels Ouais, ne battent pas le marché. ouais. Alors cette stat après, est-ce que, finalement l'étude, a été vérifiée ou pas ou autre? C'est une stat qu'on entend souvent. Mmh. Toi, j'aimerais bien avoir ton avis, là-dessus. Alors, en salle des marchés, tu as différentes équipes. Donc comme on l'a dit, il y a différents desks. En fait, là, je vais te parler de société de gestion parce que quand tu parles du chiffre des 95, en fait, là, on fait appel aux personnes qui gèrent l'argent des investisseurs. Donc concrètement, quand toi, tu vas placer ton argent dans ta banque, tu mets ton argent, par exemple, dans un fonds d'investissement et donc il y a une personne, un gestionnaire de patrimoine qui va aller placer ton argent pour toi. Et donc, cette personne a un mandat, c'est-à-dire qu'elle va placer ton argent conformément à une politique qui est définie. On lui fixe un objectif et on lui dit: «Bah, vous allez placer votre argent, enfin, on va placer l'argent que toi tu leur confies de telle manière». Et donc ce sont ces personnes-là qui n'arrivent pas statistiquement à battre le marché. Et il y a une raison assez simple à ça, c'est que, la première, c'est les frais, c'est-à-dire que c'est des personnes qui demandent beaucoup, enfin qui sont des postes très bien payés, hein. Un gestionnaire de portefeuille, c'est, enfin, j'ai pas envie de dire de bêtises, je vais pas donner de chiffres, mais c'est des gens très, très bien payés. Après, plus tu avances, mieux tu es payé et du coup, ça se paye. C'est-à-dire que c'est les investisseurs qui vont devoir payer ces équipes-là. Donc tu as la personne qui va, tu le gérant lui-même, mais tu as aussi tous les analystes autour qui vont, essayer d'anticiper, tu vois, les mouvements de marché, de trouver des tendances et du coup, tout ça, dans une société de gestion, ça coûte horriblement cher Ouais. et malheureusement, c'est l'investisseur qui le paye. Donc alors les chiffres, tu m'as donné 95, moi j'ai des chiffres encore plus terribles, hein. Sur des périodes de 30 ans, on est proche de 0, hein. Ça va OK, encore d'accord. plus loin, OK. hein. Donc en gros, si tu veux investir à l'échelle de ta vie, l'investissement quand tu confies de la gestion de ton argent à quelqu'un, c'est pas forcément dans ton intérêt. Ça va plus, enfin, de manière certaine, ça va plus enrichir le gérant que toi. Ouais. Sur le long terme, il y a aucun doute là-dessus. Potentiellement, certaines années, il va te rapporter de l'argent, mais en fait, les frais étant récurrents, c'est-à-dire que tu payes, qu'ils réussissent ou pas. C'est ça que les gens souvent oublient, c'est que qu'ils réussissent ou non, tu le payes. C'est ça, ouais. Et malheureusement, souvent, il réussit pas, mais tu le payes quand même. Donc ça, à la longue, même si tu as quelques années où il va faire mieux que le marché, à la longue, malheureusement, en fait, tu creuses un écart entre investir sans gérant et investir avec un gérant. C'est ça que en fait qui est assez ouf, c'est de se dire que, donc en fait, cette stat, je pense qu'elle est vraiment, nette de frais, hein. C'est-à-dire que l'investisseur, ce qu'il va vraiment avoir, c'est-à-dire qu'une un vraiment un trader professionnel qui a fait ça depuis des années,
qui a l'équipement avec, ces fameux 6 écrans et cetera, ne bat pas en fait le marché vis-à-vis de ses frais. En fait, il même si ça se trouve, en fait, il le bat en interne, mais en fait, vu qu'il coûte extrêmement cher, derrière sa performance va être réduite. Je pense que c'est ça aussi, en fait, qui C'est joue ça. énormément, c'est ce que tu as dit. Donc ouais, je pense que ça, c'est une bonne parenthèse à dire qui est en fait ça vaut vraiment la peine pour quelqu'un qui veut vraiment entre guillemets, faire les choses bien, de en fait apprendre à investir soi-même. Et Tu mets le doigt, oui, tout à fait. transition là-dessus, c'est finalement si tu devais donner, voilà, un conseil à quelqu'un de je sais que finalement dans mon entourage et les personnes en général qui lisent mon blog, ou qui suivent un peu mes comptes sont des personnes jeunes en fait, à peu près de mon âge. Qu'est-ce que tu donnerais, voilà, à un jeune qui sort d'études, qui commence à avoir ses premiers salaires, dans l'ordre pour, se constituer un patrimoine en partant de zéro? C'est simple. Dans Forcément, l'ordre, il y aura des résumés, j'imagine, mais dans l'ordre, tu commences par mettre de côté, dans une réserve de sécurité, donc tu mets, sur un livret A, tout simplement. Tu mets 6 mois, 1 an de dépenses là-dessus. Si tu es vraiment jeune, mets 3 mois et puis ensuite le reste, moi je commencerai par un PEA parce que c'est de loin le meilleur compte pour commencer à investir et le PEA, bah, il y a pas à chercher midi à 14h, hein. Tu prends un ETF avec, une bonne diversification et là, tu as la quasi-certitude, que sur 10, 20, 30 ans, tu revendras tes parts plus cher que tu les as achetées. Donc, on ne sait pas à l'avance combien tu vas gagner, parce que personne ne peut prévoir, combien vont rapporter les actions en bourse. Mais, si tu es suffisamment diversifié et que tu es suffisamment patient, bah, ouais, pour faire simple, c'est ça. Tu crées une réserve de sécurité, tu mets de l'argent de côté au cas où, c'est-à-dire si tu as besoin de changer ta voiture, de changer ton frigo, bah, tu as un petit peu d'argent de côté pour ça et tout l'argent qui vient en plus, bah, tu le mets sur ton PEA à long terme pour, prendre ta retraite anticipée à 45 ans ou à 35 ans si tu as fait les choses, un peu plus vite. Donc il y a voilà, c'est en fait, c'est assez simple, hein, il y a pas vraiment ton conseil, et en fait, c'est ce que je partage et ce que je fais moi avec mes finances, c'est ce côté, investissement passif pardon, ETF, là où on s'éloigne un peu du ce qu'on appelle le stock picker, c'est-à-dire, ouais, je tout à sélectionne fait. mes actions, individuellement. Donc finalement, toi, c'est ça que tu donnerais comme conseil, c'est, fais-toi un fonds de sécurité, ça c'est la base, Ouais. et ouvre un PEA. Et l'assurance vie, je sais que tu es pas forcément pour. On va peut-être pouvoir, s'étendre là-dessus. Pourquoi tu déconseilles? L'assurance vie, tiens, je vais te donner des stats là-dessus parce que c'est très intéressant, on lit et malheureusement, bah, ça me rend triste de dire ça si souvent, on lit trop souvent dans les médias que c'est le placement préféré des Français et cette formulation, elle est terriblement maladroite parce que ça laisse penser que, heu, les gens placent dans leur assurance vie parce que tu dis si c'est leur placement préféré, c'est-à-dire qu'ils savent ce qu'ils font. Il y a des études sur, la connaissance financière des Français. 80 des Français considèrent qu'ils ont une mauvaise éducation financière. Dans le classement de l'OCDE, on est dans le bas du peloton, c'est-à-dire que la France a un mauvais résultat sur le niveau de connaissance générale de la finance. Il y a une personne sur 2 seulement qui sait ce que c'est qu'un dividende. Il y a une personne sur 2 seulement ce que c'est qu'un fonds d'investissement et il y a une personne sur 4 qui sait ce qu'est une obligation. Et donc, tu vois, il faut mettre ça en perspective avec le discours journalistique de c'est le placement préféré des Français. Ouais, Donc, ça veut dire que c'est le placement préféré des Français, mais un sur 2 ne sait pas ce qu'est un fonds, alors que dans une assurance vie, c'est des fonds. ouais, Et un fonds euro dans une assurance vie, qui est le fonds le plus utilisé par excellence de l'assurance vie, ouais, un Français sur 4 seulement sait ce qu'est une obligation. Donc, ça veut dire que dans le fonds euro, ton assureur va prendre ton argent, va le mettre dans le fonds et l'argent du fonds va servir à acheter des obligations. Et donc, il y a un Français sur 4 qui sait ce qu'est une obligation. Et tu vois, je trouve que cette formulation, elle est terriblement maladroite parce que ça laisse penser que les gens savent où va l'argent de leur assurance vie, alors qu'en fait, non. La plupart des personnes placent leur argent dans leur assurance vie parce qu'en allant voir un conseiller bancaire, et d'ailleurs le mot conseiller est à prendre avec beaucoup de recul, parce qu'en fait, c'est des personnes qui te placent les produits que la banque a à te vendre. ouais. Et je vais donner un cas concret. L'été passé, j'ai eu un homme de 68 ans. On s'est appelé quelques heures et il me dit Clément, ça fait 20 ans que j'ai mon argent sur telle assurance vie et il a à peine conservé son pouvoir d'achat. Et tu vois, moi, je trouve que c'est dramatique parce que, en fait, le coût d'opportunité, Mmh. si tu avais placé, par exemple, 20 000 euros sur ton PEA, et imaginons, je prends beaucoup de pincettes là-dessus, hein, imaginons que la bourse ait rapporté 10% par an. Tous les 7 ans, tu aurais multiplié par 2 ton capital. Donc, sur 20 ans,
tu aurais placé 20 000 € la première année. Au bout de 7 ans, tu aurais eu 40 000. Au bout de 14 ans, tu aurais eu 80 000 et au bout de 20 ans, tu aurais eu 160 000. J'espère que je fais pas d'erreur dans mes calculs, tu me corriges, hein, mais je pense qu'on est bon. OK. Et donc tu vois le coût d'opportunité, là j'ai en face de moi une personne de 68 ans qui a fait un effort d'épargne avec sa femme qui pendant 20 ans a mis son argent sur une assurance vie, qui était gavée d'obligations, donc évidemment que ça allait rien lui Ouais, rapporter. ouais, Et en plus, il se faisait assommer par les frais et il me dit: «Ouais, mon argent m'a rien rapporté». Mais ce que je trouve terrible, c'est ça, c'est que si les gens savaient, tu vois, ou au moins avaient une vision générale de ce qui est possible, ils mettraient pas leur argent là. c'est ça et je pense que, en France, dis-moi si je me trompe, mais moi, ce que je vois, à ma petite échelle et ma petite expérience, dans mon métier, que les gens, en fait, confondent énormément assurance vie et fonds euros. C'est-à-dire, Tout à pour fait. certains, en fait, dans l'assurance vie, en fait, l'assurance vie, c'est une enveloppe, hein, pour les personnes qui comprennent pas trop, qui, en fait, a plein de supports d'investissement, dont le fonds euro, en fait, qui est, le fonds, en fait, le plus sécurisé, si on peut appeler ça comme ça, de l'assurance vie et finalement, en fait, les gens confondent énormément assurance vie et fonds euro et quand, certaines personnes, parfois nous viennent voir et dire: «Voilà, mon assurance vie, en fait, n'a rien rapporté», c'est souvent parce qu'en fait, on est sur du 100 fonds euro, quoi Et c'est et évident, parce ouais, que c'est le boulot du fonds euro, c'est pas de te rapporter de l'argent. ouais. Et ce qui est dommage, en fait, parce que finalement le banquier, pourquoi il fait ça? On pourrait théoriser là-dessus, mais en fait, je pense que f il veut que son client, entre guillemets, «perde le moins d'argent», même s'il y a un manque à gagner qui est énorme comparé à quelqu'un qui va investir sur un PEA ou quelqu'un qui va investir en actions, Mmh. ou en ETF, même un ETF en assurance vie, hein. Finalement, il veut, entre guillemets, «un peu ses frais», sécuriser ses frais, tranquillement. Là où son client, il va vraiment essayer de lui donner un conseil, personnalisé avec des fonds actions ou ETF pour ceux qui sont plus avancés. Après, un banquier qui recommande des ETF, ça j'ai jamais vu. Hem, mais bref, je pense que voilà, il y a ce côté, pas vouloir trop effrayer son client si, il le conseille à investir trop en actions, et finalement pouvoir sécuriser son argent sur du fonds euro, tout en pouvant prélever ses frais sur le plus long terme possible. En fait, je pense que c'est ça derrière la logique du banquier. Ce qui est Je triste. je vais je vais compléter ce que tu dis, en fait, Ouais, ils sont commissionnés. ouais. Le banquier, par exemple, je te donne un exemple un peu brutal, mais, mettons, il gagne 1 800 € par mois et il a 200 € de commission liée à sa performance de vente. Donc plus il signe de contrats d'assurance vie, plus il touche de commission. Donc en fait, quand tu es conseiller bancaire, tu places les produits de ta banque. Ouais. J'ai une copine qui s'appelle Karine et si elle nous écoute, bah, Karine, je pense à toi en parlant de ce que enfin, en expliquant ce que je vais dire. Elle m'explique, Karine, elle m'écrit il y a une semaine, elle me dit: «J'ai de l'argent à placer, j'ai parlé d'ETF et de PEA à mon banquier, il m'a dit qu'il savait pas ce que c'était». Ah oui, Et tu vois, d'accord. j'ai pas répondu à Karine parce que c'était un email, je lui ai pas répondu par écrit parce que c'était long à expliquer. Mais l'idée, elle est logique. Ton banquier, il n'a rien à gagner à te parler d'un ETF et d'un PEA. Ouais. Il est pas commissionné dessus, il s'en fout. Son truc à lui, si mets-toi à la place du banquier. Tu gagnes 1 800 € par mois et tu sais que tu as 200 € de commission qui peuvent tomber si tu places les produits de la banque. Tu vas certainement pas parler d'un ETF et d'un PEA, tu es pas commissionné dessus et en plus, enfin, ça te rapporte absolument rien, ni à toi ni à ta banque. Donc tu vas vendre une assurance vie. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un peu ce que je sais plus si tu avais fait cette parenthèse avant, mais moi j'identifie souvent en fait un banquier. Je pense que dans le temps peut-être de nos grands-parents, c'était vraiment un conseiller, mais aujourd'hui c'est vraiment un vendeur en fait. C'est-à-dire Ah qu'il va oui. forcément vendre en fait des produits de sa banque. Un banquier de la banque A va pas, dire, à son client, «Allez, chez la banque B» ou, «Ouvrez comme tu dis un PEA, chez, l'assureur, enfin chez la personne C». Il va forcément en fait vendre ses produits, ce qui fait qu'en fait son conseil est complètement biaisé, via notamment ses commissions aussi, quoi. Et il est Donc même probable qu'eux-mêmes ne connaissent pas forcément le fonctionnement de la bourse. ouais. Ce sont des personnes Ouais, qui sont complètement. formées, je crois qu'il y a 2 3 jours de formation, enfin, c'est des formations très, très rapides. Ils ont pas le recul que toi et moi on a sur, les flux financiers et puis ils savent peut-être même pas en fait, les possibilités offertes par un PEA sur le long terme donc à nouveau, tu vois, je prends souvent du recul là-dessus en essayant de me mettre à leur place. Voilà, tu es dans la peau du banquier, il y a une partie de ton salaire qui dépend de ce que tu dois vendre. Tu es un être humain, tu vas placer les produits qu'on te demande de vendre et du coup, tu auras peut-être pas forcément la curiosité intellectuelle de te mettre à la place de ton client et te dire qu'est-ce qui serait le mieux pour lui. Parce qu'au final, tu es un être humain, tu penses déjà à toi et tu vas dire: «Qu'est-ce qui va me faire manger à la fin du mois?» tu vois? Donc le PEA et le PEA et les ETF, ça me rapporte rien, pourquoi je m'y intéresserais, tu vois? Ouais. Donc peut-être qu'effectivement le banquier ne connaissait pas. Tu vois, pour sa défense, peut-être qu'effectivement il connaissait pas. OK, ouais.
Écoute, je pense on va pas tarder à arriver à la fin de ce podcast, ça fait déjà 1h10. Moi, Oui. il y a une question que j'ai, et que je pense que je vais traditionnellement finir les podcasts avec cette question parce que je l'aime beaucoup. Mmh. C'est: est-ce que tu penses que l'argent fait le bonheur? Je vais être factuel. OK. Heu, Comme je te l'ai dit, à l'échelle d'une vie humaine, tu peux construire une fortune. Je pense que la première génération, une personne qui va de 0 à 1, c'est-à-dire quelqu'un qui passe vraiment de 0 ou même de -20 comme moi, qui devient millionnaire, multimillionnaire à l'échelle de sa vie, je pense qu'il y a un tel contraste que tu es forcément heureux de passer, du tout au tout, de passer, du monde où tu as rien à l'abondance. En tout cas pendant un temps. Je pense que tu es forcément heureux. Tu vas te détacher des contraintes matérielles, de te détacher de tout le stress et l'anxiété liée à l'argent, le jour où tu as plus besoin de t'en soucier. Ensuite, et c'est là où ça devient très intéressant, et à nouveau je vais être factuel là-dessus. Statistiquement en banque privée, on sait que la première génération, c'est elle qui construit le patrimoine. La deuxième génération, on a 7 chances sur 10 pour qu'elle dilapide l'argent de leurs parents. Et si quelque chose parvient à la troisième génération, c'est 9 chances sur 10 pour que l'argent soit dilapidé. Je fais souvent du vélo dans Paris. Il y a une boutique que j'aime beaucoup dans le Marais. Alors je suis jamais rentré dedans, mais je passe souvent devant en vélo. Et elle s'appelle Enfant riche déprimé. Je crois que c'est ça. C'est pas dépressif, c'est enfant riche déprimé. Ah oui, d'accord. Et en fait, ça traduit une réalité. Si tu côtoies des enfants de bonne famille, tu en as beaucoup qui sont suivis psychologiquement, qui sont des gens très désorientés parce qu'ils ont pas. En fait, quand tu n'as pas. Si tu es né dans l'abondance, c'est difficile de connaître le sens de l'effort. Et l'accomplissement de l'être humain, et là je vais te citer, Alain, qui est un philosophe que j'adore, qui dit, «C'est le difficile qui plaît». Et je pense qu'une grande partie du bonheur dans la vie humaine, c'est le fait de progresser, d'avancer, de se voir, franchir des étapes, de se voir avancer. Et quand tu démarres déjà à la fin du jeu, quand tu démarres le Monopoly et que tu as déjà la rue de la paix, bah, ouais, c'est vachement moins marrant de jouer au jeu parce que tu as déjà gagné le jeu, tu vois? Donc ça explique pourquoi il y a des boutiques qui s'appellent «Enfants riches déprimés». Je crois que c'est déprimé. Et tu vois, à nouveau, je vais être factuel parce que j'ai beaucoup vu, j'ai beaucoup vu de gens de bonne famille, en dépression. Et à nouveau, c'est assez cohérent. Si tu as pas de combat, si tu as pas envie de progresser parce que tu vis dans l'abondance et que tout est facile, en fait, tu perds le sens de ce qu'est le bonheur finalement. Parce que le bonheur, il est dans l'effort, il est dans l'apprentissage, il est, à nouveau dans ce que dit Alain, c'est le difficile qui plaît. Et qui voudrait d'une couronne de laurier qui n'a pas combattu? Donc tu vois, je pense que la première génération qui se sort d'un statut de pauvreté ou d'une classe moyenne, d'en bas, connaîtra, en tout cas pendant un temps, une période, je pense, heureuse, où tu te détaches justement du stress lié à l'argent. Mais le grand drame, bah, c'est les générations qui suivent, si elles n'ont pas été élevées dans le goût de l'effort. Et tu vois, à l'échelle d'une vie humaine, on ne le voit pas. Parce que sur l'échelle d'une vie, tu vois seulement les riches. Tu te dis pas, «Ouais, peut-être que ça peut revenir», en fait, l'ascenseur social, il va dans les 2 sens. Sauf qu'à l'échelle d'une vie humaine, on le voit pas. Parce qu'il faut 2 générations pour tout détruire. Donc tu vois, nous, on a juste les yeux sur, les nouveaux riches. On se dit: «Waouh, il a gagné beaucoup d'argent, il est riche». Mais on pense assez peu au fait que ses enfants et ses petits-enfants, statistiquement, vont tout détruire. Et donc eux, vont redescendre à la case départ. Donc ma réponse, tu vois, j'essaie d'être factuel là-dessus. De mon expérience et de ce que j'ai vu, je pense que le bonheur, en partie, enfin l'argent fait le bonheur pour celui qui sort, de sa condition. OK. Merci beaucoup pour cette réponse, je l'ai beaucoup aimée et je la partage beaucoup, en fait. Donc top. Est-ce que pour conclure un peu ce podcast, tu peux nous dire un peu, où est-ce qu'on peut te retrouver sur, tes réseaux? Ah, où est-ce que tu peux me retrouver sur mes réseaux? Bah, écoute, je développe en ce moment, ma chaîne YouTube et je prends beaucoup de plaisir à ça d'ailleurs. Donc justement, on parlait du bonheur et du progrès et moi je me rends compte, tu vois, à quel point ça me rend heureux, de faire une vidéo et à chaque fois de me dire: Elle est un peu mieux que la précédente». Et c'est vraiment le cas, tu vois? Encore ce matin, je regardais mes vidéos que je sortais il y a 6 mois et tu sais, elles piquent un peu les yeux, elles sont pas bien montées, tu sais, tu vois que je suis pas à l'aise. Je me dis: «En fait, c'est bien parce qu'il y a eu tellement de chemin de fait depuis
que c'est chouette, en fait. Ça me rend heureux, tu vois, de voir ce progrès. Donc, ma boule de neige, c'est mon entreprise, c'est mon projet. Ça s'appelle comme ça puisque l'idée, c'est de rendre les gens autonomes sur la question d'investissement et donc c'est de créer sa propre boule de neige et littéralement, j'enseigne ce que moi j'ai fait. Donc j'apprends comment tu fais un plan d'investissement à l'échelle de ta vie, comment tu vas investir dans les meilleurs comptes pour commencer, en profitant des avantages fiscaux et cetera et cetera. Donc ma boule de neige, tu tapes ça sur internet, tu vas et aujourd'hui, c'est vraiment je suis concentré à 100 sur ma chaîne YouTube. Donc sur les 6 OK. mois qui viennent, ce sera mon média, de prédilection. OK, intéressant, ça marche. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire alors. Merci beaucoup en tout cas pour ce petit podcast. Ah mais je t'en prie, merci à toi de m'avoir invité, ça Ah, me ça touche fait beaucoup. plaisir. Si ça se trouve, il y aura une suite, qui sait? Merci Peut-être, beaucoup et à la prochaine peut-être? avec grand plaisir, Hugo.